Bonjour à tous, je m'appelle Jean Massier, j'ai 33 ans et aujourd'hui je suis streamer sur la plateforme Twitch, donc je fais des vidéos sur internet et aujourd'hui on va parler des différents médias que j'ai pu créer ou dans lesquels j'ai pu travailler et de l'usage et de l'utilité que ça peut avoir dans le cadre de l'éducation aux médias. Donc, j'ai travaillé en politique, j'ai travaillé pour des élus locaux à Paris, j'ai travaillé pour des élus locaux en banlieue et à plein d'endroits, mais j'ai aussi travaillé au gouvernement, j'étais ce qu'on appelle plume dans le jargon, j'écrivais les discours d'une ministre du gouvernement français, de la ministre de la Santé en l'occurrence. Et quand je travaillais pour elle, on a vécu en France les attentats qui ont visé un journal, Charlie Hebdo. Et moi, de par mon parcours associatif plus jeune, je connaissais Charlie Hebdo, je me sentais proche d'eux, et du coup j'ai très mal vécu ce qui leur est arrivé. Et comme beaucoup de Français, je me suis interrogé à ce moment-là sur ce que j'avais envie de faire, est-ce que j'ai envie de continuer là où je suis, et moi j'ai décidé de tout plaquer, d'arrêter de travailler dans la politique pour en sortir et la raconter aux gens de ma génération, aux jeunes. Et c'est comme ça que je me suis rapproché en fait des médias, puisque je suis devenu ce qu'on appelle un vulgarisateur sur Internet, quelqu'un qui vulgarise, donc qui explique à des gens qui connaissent pas ou peu la politique, qui leur explique comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'il se passe ce qu'il est en train de se passer, comment s'organisent les choses au niveau des institutions, des partis politiques, des élections, etc. Et c'est ça qui m'a rapproché des médias, puisque j'ai créé mon propre média à ce moment-là, sur Internet, puisque c'est très facile à faire sur Internet, et je suis devenu du coup ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui fabrique des médias, mon propre média en l'occurrence. Moi, je m'adresse aux jeunes qui sont les plus éloignés de la politique. Il y a des jeunes qui sont passionnés de politique, il y en a beaucoup même. Des jeunes qui sont militants, ou même juste qui sont concernés, qui s'intéressent, qui lisent des articles, qui vont à des manifestations, à des événements politiques, qui signent des pétitions. Il y en a. Mais ces jeunes-là n'ont pas besoin de moi. Ils sont déjà intéressés par la politique, ils ont déjà le virus, si je puis dire. Moi, je vais essayer d'aller chercher tous les autres jeunes, ceux qui se sentent exclus du monde politique, qui ont l'impression que la politique n'est pas faite pour eux, que ça ne s'adresse pas à eux, qu'ils n'y ont pas leur place. Et je m'adresse à eux parce que je crois profondément qu'en démocratie, on ne peut pas avoir toute une partie de la population qui ne participe pas à la vie publique. Ça ne veut pas forcément dire adhérer à un parti politique et faire devenir militant. Mais ça veut dire un minimum se sentir concerné lorsqu'un ministre ou un président de la République parle, d'avoir conscience que ça s'adresse à nous et que ça nous concerne et que c'est important d'avoir une opinion dessus. D'être d'accord, pas d'accord, de pas trop savoir aussi, ça on a parfaitement le droit, c'est normal, de construire son opinion en permanence. Et moi, je fais partie de ceux qui vivent très mal le fait que la jeunesse soit oubliée par nos politiques publiques, notamment parce qu'elle est éloignée des politiques publiques. Et donc, si j'essaye de m'adresser aux jeunes pour les intéresser à la politique, c'est en réalité pour que ça change la politique et que la politique s'intéresse aux jeunes et se mette à répondre à leurs enjeux, à leurs problématiques. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Alors, sur Internet, il y a beaucoup de plateformes qui existent et qui permettent de créer son média. Moi, j'ai commencé par une plateforme qui s'appelle Twitch, et qui est une plateforme dédiée aux jeux vidéo. C'est une plateforme en direct où des joueurs de jeux vidéo diffusent des parties de jeux vidéo auxquelles ils sont en train de jouer, ou des parties compétitives, ça existe aussi, et qu'ils vont commenter, expliquer, de manière interactive avec le public. Et donc on passe des moments sympas en écoutant ce qu'on appelle des streamers, donc les personnes qui diffusent sur Twitch, en les écoutant et en les regardant jouer aux jeux vidéo, faire des blagues, des commentaires, etc. J'ai commencé par cette plateforme-là parce que j'ai inventé un concept de média qui consiste à commenter en direct la politique comme si c'était un jeu vidéo. Donc je commente en direct l'Assemblée nationale en France, ou le Sénat, ou le président de la République, ou le Parlement européen, pour expliquer à ceux qui regardent ce qui est en train de se passer à l'image. Donc je m'en suis inspiré de ce qui existait pour le jeu vidéo, et je l'ai transposé à la politique. Et tout ça de manière en direct. Et ce qui m'intéresse dans cette plateforme, c'est que le direct permet d'interagir directement avec le public. Sur la plateforme Twitch, il y a un chat qui défile où les internautes qui regardent
mes commentaires peuvent discuter avec moi via un chat en tapant des messages, et ça me permet d'être en lien direct avec eux, et de répondre à leurs questions, de prendre leurs remarques, de fabriquer une conversation. Et cet aspect conversationnel interactif, c'est ce qui m'intéresse le plus sur la plateforme Twitch. Ensuite, je suis allé petit à petit vers une autre plateforme très connue qui s'appelle YouTube, sur laquelle on va retrouver des vidéos que les YouTubeurs ont l'habitude d'enregistrer, de monter, pour expliquer de manière courte des choses, notamment ce qu'on appelle les vulgarisateurs comme moi, qui vont expliquer les sciences, l'histoire, l'art, la culture. Et ben moi je fais pareil mais avec la politique. Et donc j'ai pris certains de mes contenus de Twitch que j'ai mis sur YouTube pour que des gens puissent les regarder, pas en direct du coup, plus tard, s'ils ne pouvaient pas regarder le direct, ils étaient au travail et tout. Et ça c'est une plateforme très intéressante YouTube parce que ça permet d'avoir ce qu'on appelle des contenus froids, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis ma vidéo sur YouTube, elle est tout le temps sur YouTube, on peut la regarder quand on veut, alors que sur Twitch, quand je suis pas en direct, ben je suis pas en direct, on peut pas me regarder. Sur YouTube, mon contenu est là et n'importe qui, à n'importe quelle heure, n'importe où dans le monde, peut regarder ce que j'ai à dire et ce que j'ai à expliquer. Ensuite, j'ai développé aussi plus tard des formats de podcast, donc un peu l'équivalent des émissions de radio, qu'on peut écouter absolument n'importe où. Et ça aussi, le format audio a son intérêt, notamment pour les personnes qui, par manque de temps ou de facilité, ne peuvent pas regarder une image. Par exemple, les gens qui travaillent, les gens qui conduisent, les gens qui jouent aux jeux vidéo, les étudiants qui révisent, qui préparent leurs examens, qui bossent, qui font à peu près tout et n'importe quoi. Ils sont parfois assez friands du format audio, donc j'ai commencé à mettre aussi certains de mes contenus en format audio, en podcast, gratuitement téléchargeable par tout le monde. Et donc voilà, donc chacune des plateformes a son usage privilégié historique. On peut parfaitement détourner un usage pour en faire autre chose. Ça, c'est très pratique et c'est très agile. Internet, ça permet ça. Et puis par ailleurs, chaque usage répond à des besoins spécifiques d'un public spécifique. Twitch, c'est du jeu vidéo historiquement, donc ça permet d'aller toucher des jeunes qui jouent aux jeux vidéo, qui a priori viennent pas là pour regarder de la politique. Bah tant mieux, puisque c'est à eux que j'ai envie de parler, bah je vais aller les chercher là où ils sont. C'est pas à eux de venir vers moi, c'est à moi d'aller les chercher. Sur YouTube, on trouve beaucoup de choses, beaucoup de contenus différents, et ça permet là aussi de toucher un public qui regarde le soir dans son lit tranquillement les vidéos qui ont été publiées dans la journée. Et le podcast, ça permet d'aller toucher des jeunes qui sont en train de faire du sport, de bosser, de réviser, etc. Ce qu'on appelle les médias plus traditionnels, c'est les médias qui diffusent habituellement sur des formats et sur des médiums traditionnels. On pense à la télévision, à la radio et à la presse écrite. Généralement, on parle de ça. Sauf qu'en réalité, tous ces médias-là, depuis plusieurs années maintenant, se sont toutes mises à diffuser aussi sur Internet. Ce qui fait que ce qui définit le caractère traditionnel d'un média, c'est plus vraiment son médium, même s'il reste encore unique à la télévision et à la radio. Du reste, sur Internet, on va avoir un mélange, on va trouver aussi facilement des médias traditionnels que des médias non traditionnels. Moi, les médias traditionnels ont commencé à s'intéresser à moi et à m'inviter dans des émissions parce qu'ils trouvaient que les commentaires que je faisais sur l'actualité politique étaient intéressants. Et donc, je suis devenu chroniqueur sur des émissions de télévision, notamment des chaînes d'information en continu. Et ce sont des chaînes de télévision qui ont besoin d'avoir sur leur plateau en direct des gens qui ont des choses intéressantes à dire sur l'actualité, même quand il ne se passe pas grand-chose d'ailleurs. Et du coup, j'ai été invité et je suis devenu ce qu'on appelle parfois des experts de plateau, des tautologues, on appelle ça comme on veut, mais ces personnes qu'on met sur un plateau et à qui on pose des questions sur l'actualité et qui proposent des analyses, des points de vue, des regards pour nourrir la réflexion des téléspectateurs. J'ai aussi été invité à la radio pour faire des chroniques. Donc là, j'ai été invité notamment sur France Info par le passé ou sur France Inter aussi pour faire des chroniques de quelques minutes. C'est très condensé la radio, donc il faut aller très vite, préparer son propos et expliquer ce qu'on a à dire dans la journée, faire découvrir quelque chose, un aspect du monde politique ou de la communication ou d'une campagne présidentielle par exemple, comme je l'ai fait cette année. Donc voilà, ça c'est un autre exercice, celui de la chronique, qui est très spécifique. Et par ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme média ? J'ai eu des partenariats avec des médias de presse écrite, mais là c'était dans l'autre sens, c'était moi sur ma chaîne à moi, sur mon média, qui les invitait à venir parler de leur métier, des articles qu'ils ont écrits. Et c'est intéressant parce que les médias traditionnels commencent de plus en plus à s'intéresser à ce qui se passe sur Internet et à inviter des personnes comme moi, parce que bien qu'on soit sur Internet, on n'est pas moins légitime et on n'a pas moins de choses à dire que ce que peuvent avoir dire des personnes qui passent à la télévision et à la radio régulièrement. Mais pour autant, on sent que ce sont deux mondes différents, qui ne fonctionnent pas de la même manière, qui n'ont pas la même grammaire médiatique, une grammaire de l'image, une grammaire du rythme des émissions, parfois même un angle éditorial. Il y a des spécificités de chaque médium, il y a un savoir-faire télévisuel, il y a un savoir-faire radiophonique, et il y a un savoir-faire YouTube, un savoir-faire Twitch,
qui sont des particularismes que les grands médias traditionnels ne maîtrisent pas encore. Et de plus en plus, ils s'y essayent, avec plus ou moins de succès, mais on sent que c'est quelque chose de spécifique et qu'on ne s'adresse pas au public sur Internet et sur les différentes plateformes d'Internet de la même manière que ce qu'on a fait depuis des années à la télévision, à la radio. Donc il y a une vraie mutation en cours des médias traditionnels vers les contenus numériques, de la même manière qu'il y a de plus en plus une mutation aussi des contenus d'Internet vers les médias traditionnels, puisque moi j'ai été le premier streamer de Twitch à diffuser une de mes émissions à la télévision. Sur une chaîne de télévision en France qui s'appelle Public Sénat, qui s'occupe de l'actualité du Sénat. Et moi, en partenariat avec eux, je suis producteur d'une émission que j'anime et que je diffuse à la télévision. Hier soir, j'ai travaillé avec Radio France, qui est le groupe de radio publique en France, avec qui j'ai diffusé sur ma chaîne une émission où je les ai fait parler de leur métier, mais sur Internet. Donc de plus en plus, on voit se croiser les flux où des événements d'Internet, ou des phénomènes d'Internet montent à la télévision et à la radio, et des phénomènes de la télévision et de la radio descendent sur Internet. Même si justement la notion de monter et de descendre est de moins en moins vraie, puisqu'en fait tout ça commence à se marier, il y a un maillage qui se crée. Déjà, le monde des médias est en mutation, et il change, il évolue, et on change et on évolue avec lui. Donc il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés par l'éducation aux médias. Et ça, c'est important. L'éducation aux médias, ce n'est pas une éducation qui forme les jeunes à bien comprendre comment on lit les médias et ensuite on les lâche dans la vie et toute leur vie, ils regarderont les médias de la bonne manière comme on leur a appris. Ça marche pas comme ça. Ça marche avec les mathématiques, on apprend à compter une fois et puis ça change pas. Les médias, ça change. Donc les adultes aussi, toute la vie citoyenne, toute la population a intérêt à s'éduquer aux médias sur le temps long pour penser les médias, son rapport aux médias. Et on a vu ces dernières années des évolutions majeures sur par exemple des phénomènes comme les fake news, comme le complotisme, des manipulations d'États étrangers, une prolifération de contenus, notamment sur Internet, de manipulation dans des contextes de pandémie comme le Covid ou la guerre en Ukraine, qui nous prouvent qu'on doit régulièrement en fait s'interroger sur les contenus qu'on consomme. Mais une fois que j'ai dit ça, il y a quand même besoin d'éducation aux médias pour les jeunes, puisqu'ils sont au tout début, et que c'est le moment le plus important pour leur apprendre et leur montrer la diversité des médias, de leur réalité, de l'impact que ça a sur les gens. Je pense que pour moi, l'un des enjeux les plus importants de l'éducation aux médias aujourd'hui, c'est de faire des médias aux jeunes. C'est bien de leur montrer les médias, comment ils sont, et de leur apprendre à les décrypter. C'est encore mieux de leur faire faire. On peut faire un cours magistral avec un enseignant devant un tableau qui explique comment on fait une émission de radio. On apprendra plein de trucs, on apprendra du jargon, de conférences de rédaction, de tout ça, c'est très bien. Mais si on met les jeunes en situation de faire une émission de radio, ils vont découvrir par eux-mêmes et ils vont comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça, la création d'une émission de radio. L'éducation par le faire, ça marche particulièrement bien pour l'éducation aux médias. Il y a d'autres matières dans lesquelles ça fonctionne bien aussi, mais c'est particulièrement vrai dans l'éducation aux médias. Ça a été le cas pour moi, on m'a appris à faire un journal quand j'étais au lycée, et ça m'a appris énormément de choses qu'encore aujourd'hui je vois dans des quotidiens nationaux dans le monde entier. On comprend, une fois qu'on se retrouve à le faire, on comprend beaucoup mieux comment fonctionnent les médias. Donc pour moi, l'enjeu d'expliquer aux élèves, aux étudiants et aux jeunes en leur faisant faire, c'est une des choses les plus importantes. Et puis par ailleurs, on a un enjeu d'éducation aux médias aussi, je pense, sur l'importance du croisement des sources. On vit dans un monde d'ultra-information, on est informé très très vite. Par le passé, la génération de mes parents apprenait à 20h le soir ce qui s'est passé dans la journée. C'était comme ça, il y avait un rythme de l'information. On avait des informations dans le journal du matin, on avait des informations dans le journal télévisé du soir. En gros, c'était comme ça. Il se trouve que l'habitude aidant et les réseaux sociaux étant apparus entre-temps, maintenant on a des informations très vite, notamment des informations brutales. La guerre, un attentat, un incendie, etc. Cette brutalité de l'arrivée de l'information est propice à donner naissance à des rumeurs, à des fake news, à du complotisme. C'est normal, ce sont des réflexes naturels, ce sont des réponses rapides à des questions qu'on se pose de manière urgente. Et ça, c'est quelque chose qui est très utile aux jeunes à apprendre. Prendre du recul sur l'information qu'on vient d'avoir, ne pas se fier à une seule source, celle qu'on vient de lire, se donner le temps de la réflexion. Et donc travailler sur la temporalité des médias, c'est aussi quelque chose qui, je pense, est très utile pour l'éducation aux médias, pour les jeunes. La troisième chose qui pour moi est importante en enjeu d'éducation aux médias, c'est de faire des médias une source primaire pour faire ses cours dans toutes les matières. Un prof d'histoire, lorsqu'il va enseigner
ce qu'il s'est passé par exemple le 11 septembre 2001, c'est bien de montrer les images des avions dans les tours, mais c'est bien aussi de montrer comment les journaux télévisés du monde entier se sont arrêtés, toutes les chaînes de télévision se sont arrêtées pour montrer ce qui était en train de se passer. Ça, c'est un cours d'histoire, puisqu'on est en train de parler d'un événement historique, mais c'est aussi un cours d'éducation aux médias, puisqu'en fait on est en train de faire comprendre aux jeunes l'importance qu'a eu l'événement au niveau politique et géopolitique, ne serait-ce que par le traitement qu'en ont eu les médias. Et donc de manière très indirecte, en travaillant sur des articles de journaux en littérature et en français, en travaillant sur des émissions de radio en anglais ou dans les langues vivantes, en travaillant sur des bases médiatiques, on fait de l'éducation aux médias disséminée dans toutes les matières qui sont enseignées dans les établissements. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très utile pour l'éducation aux médias, que l'ensemble des enseignants se saisissent de l'outil médiatique pour travailler. Je pense qu'il est possible d'ouvrir les établissements et de faire venir des gens de l'extérieur pour parler des médias. Il y aura toujours un journaliste à côté de l'établissement qui est d'accord pour venir parler aux élèves de son métier et répondre aux questions qui fâchent. Et croyez-moi, les journalistes aiment bien répondre aux questions qui fâchent. C'est vrai, ils le savent très bien, ils ne sont pas naïfs, ils savent très bien que la population, des gens se posent des questions, il y a parfois des préjugés, des clichés sur les médias, leur indépendance, leur financement, les méthodes de travail, la vérité, la neutralité. Ces questions-là, en fait, passionnent les journalistes et ils aiment beaucoup y répondre. Donc je pense que les enseignants ne devraient pas hésiter à aller chercher les journalistes, tout comme je pense que les journalistes ne devraient pas hésiter à se faire connaître auprès des enseignants en leur disant qu'ils sont à leur disposition s'ils le souhaitent. Et je pense que les élèves aussi mériteraient de faire rentrer les médias dans les établissements. J'ai toujours considéré par exemple que ce serait très bien que dans le hall d'entrée des lycées, on mette à disposition les journaux du jour. Moi j'avais ça à la fac. Quand je suis arrivé à l'université, on avait les journaux gratos quand on arrivait le matin. Bon, bah ça coûte pas très cher, je pense, à l'université qui a les moyens de payer ça. Et ben je pense que dans les lycées, on pourrait aussi donner les journaux du jour. Hein. C'est faisable, c'est absolument pas impossible. On pourrait, pourquoi pas, avoir un téléviseur qui diffuse dans un coin, dans le hall, sans le son, une chaîne d'information en continu, pour rappeler que le lycée n'est pas extérieur au monde, qu'il se passe des choses à l'extérieur, que le lycée n'est pas quelque chose de fermé où il se passe rien. Donc voilà, au-delà des projets que peuvent mener les enseignants avec les élèves pour leur faire des médias, je pense que d'une manière générale, faire entrer les médias comme quelque chose de naturel qui entoure l'élève dans sa vie de tous les jours, ça peut commencer assez tôt. Ça existe déjà à la maison, la télévision est allumée, il y a des journaux sur la table basse. Je vois pas pourquoi quand on arrive au collège, il n'y aurait pas aussi des médias qui peuplent l'établissement de manière assez concrète. Moi, le conseil que j'aurais envie de donner aux jeunes, c'est parfois de ne pas attendre forcément que ça vienne des enseignants. Les jeunes aussi peuvent d'eux-mêmes se dire que ce serait bien d'avoir un journal dans le lycée, ou faire une radio, ou faire un truc avec une caméra, on ne sait pas très bien quoi, faire un faux journal télévisé. C'est bien aussi de monter ses propres projets. Les enseignants peuvent être des aides pour ça. L'administration de l'établissement peut aider. On peut trouver de l'aide à l'extérieur aussi de l'établissement. Et là aussi, c'est quelque chose de très important, je pense, pour les élèves, de devenir des acteurs de leur propre éducation, mais même pas forcément que de l'éducation, aussi de la vie de l'établissement. Donc que des élèves, un groupe d'amis, se disent ce serait super si à la fin de l'année on faisait un numéro spécial ou un reportage radio ou un truc comme ça qu'on pourrait diffuser, ou même pas d'ailleurs, pas grave. Voilà, faut pas hésiter, faut pas forcément attendre que ce genre d'activité vienne des enseignants. Les élèves peuvent eux aussi d'eux-mêmes avoir des idées, les mettre en pratique, les mettre en œuvre, et ça aussi ça va dans le sens de l'intérêt d'absolument tout le monde dans l'établissement, mais d'abord des élèves. Donc surtout si vous êtes étudiant, si vous êtes élève, n'hésitez pas à vous lancer dans des projets de création de médias, de chaînes YouTube, de chaînes sur Twitch. N'hésitez pas à en parler à vos enseignants, ou pas forcément d'ailleurs. Vous pouvez faire un journal dans votre lycée et le diffuser. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas. Dans le cadre de la semaine des lycées français du monde, n'hésitez surtout pas à nous montrer ce que vous faites. Vous, dans vos lycées, là où vous êtes, vous avez aussi des expériences que nous, en métropole, on n'a pas, qu'on ne sait peut-être pas faire. Et si ça se trouve, j'en suis même sûr, vous faites mieux que nous. Donc, non, mais c'est vrai, c'est aussi l'occasion de nous montrer ce que dans votre lycée, dans les pays dans lesquels vous êtes, vous pouvez aussi nous montrer d'autres manières de faire, des choses qui peuvent être super intéressantes pour toutes les personnes. Donc là, c'est votre moment à vous de nous montrer ce que vous faites. Donc allez-y, c'est l'occasion de créer des médias, de nous montrer des médias, des vidéos, des reportages, des interviews, des journaux, des blogs. C'est le moment, allez-y, vraiment allez-y, c'est le moment.